Bonjour Monsieur Patrick Mbeko. Bonjour. Bienvenue dans le média Aloha News. On vous reçoit de nouveau aujourd'hui. Vous êtes essayiste et spécialiste des Grands Lacs, notamment dans la région des Grands Lacs. Il y a eu dernièrement un accord entre le RDC et le Rwanda, piloté un petit peu par les États-Unis, et une paix qui a été annoncée. Le président Tshisekedi a présenté l'accord du 27 juin comme un tournant vers une nouvelle ère de stabilité. Vous, comment vous analysez cet accord? Je pense que on peut qualifier cet accord d'accord de capitulation. Les questions de fond n'ont pas été abordées. On a même l'impression que le Congo est allé se faire imposer les volontés du Rwanda. Parce qu'on ne peut pas comprendre cet accord si on ne comprend pas les subtilités de l'implication rwandaise en RDC depuis près de 30 ans. Donc il faut comprendre ces subtilités-là, les subtilités de cette implication pour mieux appréhender le rapport. Parce qu'il y a, vous savez, on dit souvent qu'il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Quand vous lisez comme ça, il y a des belles formules dedans, mais si vous connaissez le dossier des Grands Lacs, vous allez très vite vous apercevoir que c'est le narratif du Rwanda qui a été repris. Et le Congo, qui était au départ demandeur d'un accord avec les États-Unis, on sort totalement dépouillé, si on peut dire comme ça. En fait, c'est vraiment un accord de capitulation. Le président Tshisekedi annonce aussi que cet accord marque réellement une rupture avec les dynamiques de guerre dans l'est du pays. Est-ce que, en sachant que par exemple le M23 est absent de cet accord, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la stabilité du pays? Je ne le suis pas. Et je dois d'abord rappeler que ce n'est pas le premier accord de paix signé avec le Rwanda. Il est quand même important de le rappeler. Il y a eu un accord de paix qui a été signé en 2002-2003, qui avait sorti le pays de près de 4 années de guerre extrêmement violente. Et une guerre qui a vu s'impliquer plusieurs pays africains, poussant d'ailleurs l'ancien secrétaire d'État américain à qualifier la deuxième guerre du Congo de première guerre mondiale africaine. Donc ça vous donne une idée. Donc il y a eu un accord de paix qui a été signé avec le Rwanda. Et malgré la signature de cet accord de paix, la stabilité n'est jamais véritablement revenue dans une grande partie du pays, oui, mais dans la partie orientale, on a toujours eu des problèmes avec le Rwanda. Donc ce n'est pas parce qu'on signe un deuxième, troisième ou quatrième accord que la paix reviendra. Il faut comprendre les objectifs poursuivis par les uns et les autres pour comprendre la portée de cet accord et pourquoi est-ce qu'il a été signé de cette manière-là. Parce qu'il faut rappeler un détail important, c'est que cet accord découle de quoi? C'est le résultat d'abord d'une demande qui a été faite par la RDC auprès des États-Unis pour, d'un côté, demander aux Américains d'investir dans le secteur extractif congolais en échange de soutien diplomatique et militaire des États-Unis contre le Rwanda. Et à la grande surprise de tous, on a vu le Rwanda se retrouver à la table de discussion avec la RDC sous l'égide des États-Unis, alors que la RDC avait justement fait appel aux États-Unis pour se prémunir contre le Rwanda. Et donc, il y a déjà une incongruité au départ. Et par la suite, on a vu, il y a eu la signature au mois de mai. Il y a eu un document qui avait été signé par les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC, qu'on avait appelé le document de principe, l'accord de principe qui avait été signé entre les deux pays et qui avait établi les grandes lignes de ce qui va devenir l'accord qui a été signé le 27 juin dernier. Alors, quand on lit, on se rend bien compte, comme je l'ai dit, qu'on a plus repris le narratif du Rwanda, les revendications, les demandes du Rwanda et pas la demande de la RDC. Comment voulez-vous qu'on parvienne à une véritable paix quand on ne reconnaît même pas que le Congo a été agressé? Nulle part dans l'accord qui a été signé, on parle d'agression. Et donc, pour résumer, pour ceux qui ne comprennent pas, cet accord, on peut le résumer comme suit. Le Congo a créé des conditions défavorables à la sécurité du Rwanda, poussant ce dernier pays à adopter ce qu'ils appellent des mesures défensives contre la RDC. Autrement dit, ce n'est pas le Rwanda le problème, mais le Congo, la RDC le problème. Et c'est ce qu'il est important de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez dans ce rapport, on conditionne la levée de ce qu'on appelle le dispositif défensif du Rwanda à la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, donc la neutralisation des rebelles Hutus qui squattent l'est de la RDC et qui ne représentent pas véritablement un problème pour la sécurité du Rwanda.
Les FDLR, c'est ça? Les FDLR, justement. Elles ne représentent pas, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda ne représentent pas une menace pour la sécurité du Rwanda. Or, dans le rapport, on fait de la neutralisation de ces forces pratiquement, quasiment inexistantes, un élément essentiel de la désescalade pour le retour de la paix entre la RDC et le Rwanda. Et aussi, il y a un autre élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cet accord-là, quand vous lisez entre les lignes, ce n'est pas un accord véritablement de paix. C'est un accord, en fait, politique qui va paver la voie à la signature d'un accord économique. C'est ça qu'il est important de comprendre. Et donc, cet accord n'a pas été conclu dans l'optique de ramener véritablement la paix. Non, c'est de créer les conditions politiques qui vont permettre aux États-Unis de conclure cette fois-ci un accord économique et avec la RDC et avec le Rwanda pour le contrôle, l'exploitation des ressources naturelles congolaises qui ont pendant longtemps été pillées ou exploitées par le Rwanda. Donc, on va en fait légitimer et officialiser la prédation de ressources naturelles congolaises par le Rwanda, cette fois avec l'assentiment des autorités congolaises, avec la bénédiction des États-Unis, dont les compagnies vont profiter de cette exploitation. Pour revenir au M23, donc il n'est pas dans les accords. On va dire du côté du Congo, j'imagine qu'il était hors de question de le mettre dans l'accord, sachant que ça va lui donner une légitimité, alors que le Congo le considère comme un groupe terroriste. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que finalement, il n'y a pas de cessez-le-feu entre les M23 suite à cet accord, puisqu'il ne fait pas partie ni de cet accord, ni on n'a pas abordé la question du M23, il me semble, vous me direz peut-être le contraire dans cet accord. Oui, mais c'est justement ce que voulait le Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur la nécessité de comprendre les stratégies ou la stratégie des uns et des autres. Le Congo est dans une position défensive. C'est le Congo qui est dans une position défensive parce qu'il y a une agression rwandaise maquillée par le M23. Le M23 est un paravent utilisé par le Rwanda pour agresser le Congo. C'est ce que nie le Rwanda, mais l'ONU dit que... L'ONU le dit. Bien sûr. Maintenant, dans l'accord, on nous explique que c'est le Congo qui soutient des FDLR qui représenterait une menace pour la sécurité du Rwanda. Et le M23 est présenté comme un groupe congolais. C'est-à-dire que le Rwanda, en fait, se lave les mains dans cette histoire de M23, dans l'accord, tout en instrumentalisant le M23 dans à un autre niveau, puisqu'il y a actuellement, au moment où on se parle, des discussions entre le gouvernement congolais et le M23. Et oui, et quand vous lisez dans l'accord, on parle aussi du M23, mais dans le cadre de cet accord, des discussions qui se déroulent actuellement à Doha. Et ça fait partie de cette stratégie rwandaise qui a toujours eu à déstabiliser le Congo. Depuis la fin officielle de la Deuxième Guerre du Congo, le M23 déstabilise le Congo le Rwanda déstabilise le Congo en utilisant des groupes armés qu'il crée, des groupes armés de circonstances qu'il crée. Et à l'instar du RCD Goma entre 98 et 2002, puis du CNDP en 2008, du M23 première version en 2012, et puis du M23 deuxième version depuis la fin 2021-2022 à ce jour. Et donc le Rwanda joue à deux niveaux. L'accord qui est signé à Washington vise à régler le problème relatif à la question, non pas de la déstabilisation du Congo, mais bien de l'instabilité instaurée dans le pays. Là, je parle du narratif rwandais, à cause du soutien apporté au FDLR. Et si vous lisez ce rapport-là, le mot FDLR est cité près de 43 fois. M23, je crois, près de 3 fois seulement, quand vous lisez tout le rapport. Ça vous donne une idée de l'importance qu'on accorde au narratif du Rwanda au détriment en fait, des demandes congolaises qui consistent à dire il faut demander au Rwanda de cesser de déstabiliser le Congo. Alors, dans cette optique-là, le Rwanda réussit un pari important parce que, d'une part, il se lave les mains de dire, en fait, il se présente comme celui qui est déstabilisé ou qui est en insécurité par rapport au Congo, alors que c'est le Congo qui est déstabilisé. Et d'autre part, il emmène le gouvernement congolais à négocier avec ses supplétifs, de sorte que si l'accord est conclu et que les choses ne se passent pas selon les désidératas du Rwanda, il peut toujours activer le M23 en disant qu'il n'est pas associé au M23. Et à partir du moment où le Congo accepte cette lecture des événements, il se piège lui-même. Et donc, il se piège parce qu'aujourd'hui, le Congo se retrouve à négocier avec le M23, qui est présenté comme un groupe strictement congolais.
Ok. C'est-à-dire que la déstabilisation du Congo par le Rwanda a cessé d'être une affaire opposant deux États pour devenir une affaire congolo-congolaise, comme l'ont souvent présenté les autorités rwandaises, à cause justement de certaines prises de position du président congolais Félix Tshisekedi. Puisque lorsque les chefs d'État de la région lui ont demandé, lors d'une réunion des chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est, on lui a demandé est-ce que les gens du M23 sont des Congolais ou des Rwandais, il a dit que c'était des Congolais. À partir de ce moment-là, Kagame s'est lavé les mains. Il peut instrumentaliser le M23, déstabiliser le Congo en utilisant le M23, tout en se lavant les mains, en disant que je ne suis pas impliqué dans cette histoire-là, c'est une affaire congolo-congolaise. Et donc, c'est comme ça que le piège, en fait, de cet accord-là s'est refermé sur le Congo. Et c'est la raison pour laquelle je parle d'accord de capitulation. Mais il faut comprendre, comme je l'ai dit encore une fois, les subtilités de la stratégie rwandaise vis-à-vis de la RDC. C'est une stratégie qui a des implications multiples et Kagame agit sur plusieurs tableaux en même temps. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui a été signé aux États-Unis et tout en s'attendant en même temps aux résultats des discussions qui se tiennent à Doha entre le Congo et le M23. Lors de son discours du 30 juin, le président congolais Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement à exiger justice pour des crimes commis dans l'est du pays, notamment en ce qui concerne les réparations. Pourtant, ce qui est assez surprenant, c'est que cet aspect il est totalement absent de l'accord de Washington concernant les réparations. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est un oubli stratégique ou une concession politique? Non, je pense qu'on a tout concédé au Rwanda et on doit cesser de jouer avec les Congolais. Le président Tshisekedi ne peut pas, d'une part, accorder au Rwanda tout ce qu'il demande et d'autre part, demander le contraire de ce que dit l'accord. Parce qu'à partir du moment où vous reconnaissez au Rwanda des droits légitimes d'intervenir au Congo, entre guillemets, ou en adoptant une position défensive, vous le lavez de tout soupçon, de toute responsabilité dans ce qui se passe déjà, premièrement. Deuxièmement, quand vous lisez cet accord-là, il n'y a aucune place pour les victimes congolaises. Des guerres imposées à la RDC par le Rwanda et même l'Ouganda. Il n'y a aucune allusion aux victimes. Donc cela veut dire que quelque part, nous avons à travers le Congo, je veux dire, à travers cet accord-là, le Congo a lavé le Rwanda de sa responsabilité dans les guerres qui ont été imposées à la RDC. Maintenant, pour être plus sérieux, le président Tshisekedi peut quand même activer, il y a des mécanismes pour emmener les auteurs de ces massacres-là, les crimes commis au Congo devant la justice. On a le rapport mapping et on peut saisir le Conseil de sécurité, demander la mise en place d'une juridiction internationale pour juger les crimes commis au Congo. Ça, on ne le fait pas. Pendant longtemps, moi, je fais partie de ceux qui ont exigé que le gouvernement congolais mettre en place une structure, en tout cas avec le soutien des Nations Unies, de la communauté dite internationale, mettre en place une structure qui puisse juger les crimes commis en RDC. Je rappelle que dans le cas du Rwanda, juste quelques mois après le génocide, le Conseil de sécurité avait voté la résolution 855 qui avait institué le tribunal pénal international pour le Rwanda. À l'époque, on n'a même pas attendu que Kagame assoie son pouvoir véritablement, on avait déjà lancé la mécanique. Dans le cas de la RDC, 30 ans après les crimes perpétrés dans la région, à l'est de la RDC, toujours rien. Et ça, on ne peut pas accuser le Rwanda d'être responsable de cela. Il y a une responsabilité aussi au niveau congolais qu'il faut regarder de manière, qu'il faut reconnaître de manière très claire. Et donc, je ne crois pas que le président Tshisekedi soit sérieux. Je ne crois pas à son sérieux quand il dit que il va mettre en place, on va poursuivre. Non, je pense qu'il veut simplement noyer le poisson au regard de l'énormité que constitue l'accord qu'il vient de conclure, de signer avec le Rwanda aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas, sachant que d'un point de vue à la fois symbolique, peut-être économique, le fait de se dire j'écoute la population, etc., ça sera un pas, même si ça aboutit pas, le fait de le faire, en tout cas de se dire voilà, on va se mobiliser pour essayer que ces crimes ne soient pas impunis. Pourquoi ne le fait-il pas, quoi? Est-ce qu'il y a une raison? Je pense que le président Tshisekedi, dès son arrivée au pouvoir, on a observé chez lui une volonté de ménager tout le monde et de ne pas importuner les pays impliqués dans les massacres au Congo. On l'a vu au tout début, il s'est rapproché du Rwanda du président Kagame et dans des conditions... C'était spectaculaire ce rapprochement, au point de déclarer à Kigali que les victimes congolaises étaient des dommages collatéraux quand même. Les victimes congolaises sont des dommages collatéraux. C'est le président congolais. C'est le président congolais qui l'a dit. C'est très important de le rappeler. Et donc, par la suite, lorsque Kagame a déclaré que
le Rwanda n'avait pas perpétré des crimes au Congo, le président Tshisekedi s'est tué et a même dit qu'il va en discuter avec son frère Kagame. En fait, on a vu un changement de posture seulement après la résurgence du M23 et des propos parfois désobligeants du président Kagame à l'égard du président Tshisekedi. Mais en réalité, je ne crois pas que le président Tshisekedi soit déterminé à rendre justice aux victimes congolaises. Et il faut rappeler d'ailleurs un détail important. L'Ouganda qui a été condamné par la Cour internationale de justice à payer un certain montant aux victimes congolaises. L'Ouganda le fait depuis un moment, mais cet argent aussi est détourné. C'est-à-dire que les victimes congolaises occupent une place marginale aux yeux des autorités congolaises et surtout du président Tshisekedi qui semble, je dis bien qui semble privilégier son pouvoir à toute autre considération. Et donc, quand on voit la signature de l'accord de paix, soi-disant accord de paix avec le Rwanda, on se rend bien compte que les victimes n'obtiendront pas justice. Et puis, comment on va le faire? Puisque il faut rappeler que dans le cadre de cet accord, il y a la promotion d'investissements au niveau régional, d'investissements économiques au niveau régional, de ce qu'on appelle l'intégration économique régionale. On va le faire avec le Rwanda. Donc vous vous rendez compte que le Rwanda fait la guerre à la RDC pour avoir droit, pour maintenir son hégémonie sur les deux Kivu, dans une certaine mesure, et piller les ressources naturelles de ce pays. Et dans l'accord de paix, pour récompenser le Rwanda, on va ouvrir les richesses du Congo à ce même Rwanda qui le pille ou l'exploite de manière illicite depuis bien longtemps. Donc, je ne vois pas dans ces conditions comment on peut, d'une part, vouloir rendre justice aux victimes congolaises en condamnant certains responsables rwandais et entre-temps faire des affaires avec le même Rwanda sur les ressources naturelles du Congo. Ça me paraît assez incompatible. Vous avez dit que c'est un accord avant tout économique, si je dis pas de bêtises. Oui, en fait, en réalité, cet accord de paix est présenté comme c'est un accord politique. Ouais. En fait, son soubassement économique. C'est la raison pour laquelle on n'aborde pas les questions de fond. Quand vous lisez en préambule, on vous dit reconnaissance ici, mais à la fin, on insiste sur la dimension économique, l'intégration économique. Et qui dit intégration économique dit l'arrivée des grands groupes nord-américains ou occidentaux, américains tout particulièrement, et qui vont faire affaire avec les Congolais et les Rwandais, avec la RDC et le Rwanda. Mais la RDC va servir de guichet automatique des matières premières et le Rwanda va participer au raffinage, à toutes les autres opérations en vue de l'exportation à l'étranger. Donc la plus-value, c'est au niveau du Rwanda. Le Congo sert de guichet automatique des matières premières. Et donc, il ne faut pas oublier que cet accord-là, il faut rappeler, parce que c'est important, on l'oublie. On parle d'accord de paix, mais on oublie que cet accord découle des discussions qui ont été parrainées par les États-Unis suite à une demande introduite par la RDC auprès du président Trump, une demande qui consistait à céder les matières critiques de la RDC en échange d'un soutien diplomatique et sécuritaire. Tout part de là. Il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, les Américains ont décidé de ne pas s'impliquer directement, mais d'essayer de trouver un consensus entre les parties pour leur permettre de venir s'investir dans le secteur minier congolais. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas là pour ramener la paix. Et il faut que les Congolais ou les observateurs étrangers regardent comment le président Trump a géré les questions des négociations de paix dans d'autres conflits. Je pense ici à l'Ukraine. Je pense ici à la question iranienne. On peut voir comment il le gère. Je pense encore et surtout à la question de Gaza. Et donc, on voit bien que pour Donald Trump, le plus important, c'est l'économie. C'est la paix par l'économie. Et la paix par l'économie ne peut pas marcher dans une région des Grands Lacs qui a vu plus de 6 millions de Congolais être tués ou mourir pour le bonheur de certains groupes privés et même de certains Rwandais avides de ressources naturelles congolaises. Ça ne peut pas marcher. Cette paix par l'économie ne marchera tout simplement pas parce qu'il y a des frustrations, il y a des blessures importantes. Et donc, quand je parle d'accord économique, c'est parce qu'en réalité, l'élément de fond, c'est l'économie, ce n'est pas la paix. C'est de créer tout simplement les conditions politiques qui vont permettre aux groupes américains de s'installer dans la région et de profiter de ressources naturelles de la RDC de concert avec le Rwanda, auteur de la déstabilisation du Congo pendant près de 30 ans. Est-ce que derrière le mot économie, vous sous-entendez extraction des richesses, continuité d'extraction des richesses naturelles du Congo, notamment au profit des États-Unis? Parce que dans cet accord, j'ai l'impression que la RDC semble être cantonnée à un rôle de simple fournisseur de ressources minières. Du coup, il y aura ni de valorisation ni de transformation locale.
Et ça pose la question de la continuité de dépendance économique structurelle du Congo. Mais exactement. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé dès le départ des objectifs poursuivis par les uns et les autres. Pour le Congo, il s'agissait de mettre fin à l'agression rwandaise et d'obtenir le soutien diplomatique et militaire des États-Unis. Pour les États-Unis, il s'agit d'avoir accès aux ressources stratégiques de la RDC, quitte à bouter la Chine, qui est très présente en RDC, dehors. Et pour les Rwandais, il s'agissait de maintenir un état de fait qui permette au régime de Kigali de déployer, d'avoir la mainmise, en tout cas avoir une certaine influence sur la partie est du Congo et de continuer de profiter des ressources naturelles, des minerais stratégiques qui quittent le Congo, qui passent par le Rwanda avant d'être exportés à l'étranger. Donc chacun jouait sa partition en fonction de ses objectifs. Et dans cette optique, on ne peut pas dire que le Congo il sort gagnant, tout simplement parce que premièrement, le soutien diplomatique et militaire, il ne l'aura pas. L'agression rwandaise n'est pas reconnue. Or, du côté américain, ils auront accès aux ressources stratégiques de la RDC, quitte à bouter la Chine dehors, ça c'est une autre histoire. Et du côté rwandais, le Rwanda continue d'avoir accès aux ressources stratégiques de la RDC et il va, parce que l'accord comporte d'autres, il y a d'autres éléments de l'accord qui permettent de penser ou de croire que le Rwanda continuera à exercer son influence sur une partie du Kivu en déversant une partie importante de sa population dans ce coin-là, en utilisant bien entendu le prétexte des soi-disant réfugiés congolais qui seront au Rwanda pendant près de 30 ans. Donc c'est un accord qui est vraiment défavorable à la RDC et au final, on voit bien que le Congo en sort perdant. La seule personne qui sort gagnant de cette affaire, de cet accord du côté congolais, c'est le président Tshisekedi, dans la mesure où l'accord permet de stopper d'une certaine manière la poussée du M23, même si on voit qu'il y a des avancées quand même non négligeables, mais ça permet au moins de ralentir la poussée du M23 après la chute des villes de Goma et de Bukavu. Je crois que le président Tshisekedi avait vraiment négocié dans cette optique-là, puisqu'il a vu son pouvoir chanceler, c'était devenu très dangereux pour son pouvoir et son régime. Il a fait appel aux États-Unis, qui lui, étrangement, a fait appel au Rwanda, le pays agresseur, pour emmener en fait le même pays, les deux pays, à négocier sur des bases incertaines. Et le Congo, malheureusement, a repris le narratif du Rwanda au point aujourd'hui de devenir la victime de la stratégie rwandaise qui se décline maintenant à un autre niveau, puisque on parle maintenant d'accord qui a été signé. On ne va plus exploiter de manière illicite, on va juste légitimer et officialiser ce qui se fait déjà. Parce que quand vous dites que le Congo est cantonné dans ce rôle-là, ça a toujours été comme ça, depuis 1885. Mais maintenant, on va juste l'officialiser et le légitimer aux yeux de la communauté internationale. Est-ce que de la part de la RDC, cet accord-là, où ils mettent au centre un espèce de médiateur qui sont les États-Unis, pourrait au moins servir, on va dire, de tampon, dans le sens où, même si Kagame, par exemple, nie l'implication du Rwanda dans le soutien du M23, bah là, il y a un espèce de médiateur qui pourra menacer économiquement le Rwanda si c'était le cas par la suite. Que je comprends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, le Rwanda est dans une mauvaise posture. Non, pas du tout, parce que d'abord, l'accord ne reconnaît pas l'agression rwandaise. Okay. C'est la première chose qu'il faut garder à l'esprit. L'accord n'a jamais reconnu l'agression rwandaise. Ce que l'accord dit, c'est qu'il y a des FDLR au Congo qui constituent une menace pour la sécurité du Rwanda, et donc celui-ci a décidé d'adopter une posture défensive pour se prémunir contre la menace que représenteraient les soi-disant FDLR. C'est ce que dit l'accord. Donc, dans cette optique, ce faisant, on ne peut pas dire que l'accord reconnaît l'agression de la RDC. Ça, c'est le premier problème qu'on a. Maintenant, si le M23 continue sa progression, que peut faire le facilitateur américain, puisque la signature de l'accord est une chose, mais il y a d'autres discussions qui se tiennent avec le M23. Le M23 a des revendications à faire valoir. Et le M23 se fait passer pour un mouvement indépendant du Rwanda, malgré l'existence des rapports des Nations Unies. Et ce narratif est adopté aussi par les partis autour de la table à Washington. Les partis qui sont réunis à Washington, puisque le Congo reconnaît implicitement que le M23 évolue indépendamment du Rwanda. Sinon, on n'aurait pas eu à signer un accord de ce type qui dissocie Kagame du M23 et qui ne fait pas allusion à l'agression rwandaise. Puisqu'ici, on a affaire à une sorte de guerre civile, une sorte de conflit congolo-congolais dans lequel le Rwanda s'implique pour se prémunir contre une menace inexistence des M23. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, dans cette optique-là,
Kagame peut jouer sur deux terrains, sur deux tableaux. Continuer à instrumentaliser le M23 en se faisant passer pour celui qui recherche la paix d'autre part, puisqu'il a signé l'accord de paix, puisqu'il n'a rien à voir avec tout ça. Et puis l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que en prévision d'un désengagement rwandais, disons ça comme ça, mais on ne sait pas ce qu'il en est du M23, dans lequel se trouvent des éléments rwandais aussi. On n'en sait rien. Qu'est-ce qui va se passer avec ces éléments? Au moment où nous discutons, moi j'ai des informations dignes de foi qui proviennent aussi du service de renseignement militaire congolais. Au moment où nous discutons, le M23 est en discussion avec d'autres groupes armés dans l'est du Congo. Certains de ces groupes armés sont soutenus par l'Ouganda, qui se révèle être l'allié de la RDC. C'est quand même important de le garder à l'esprit. Donc c'est une poudrière, cette région. Et je crois que les Américains en sont conscients. Raison pour laquelle ils ont limité leur intervention à une sorte de facilitation, en laissant les pays de la région entre guillemets, excusez-moi l'expression, se démerder, tout en s'assurant que que leur posture ne puisse pas importuner les futurs intérêts américains qui vont s'implanter en RDC dans la région. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est comme ça que Donald Trump négocie, en réalité. Regardez comment, permettez cette digression, regardez comment il a négocié en Ukraine. Il a dit, je finis la guerre dans 24 heures, je ne sais comment. Il est arrivé avec des plans tout faits. Les Russes lui ont dit, non. Les origines de la guerre sont complexes. Il faut régler la question de manière globale. Il se retrouvait coincé. À Gaza, c'est la même chose. Avec les Iraniens, on l'a vu aussi. Et c'est comme ça qu'il négocie. Ce n'est pas quelqu'un qui a une profondeur historique, Donald Trump. C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'argent, qui réduit tout à la business. Ce n'est pas un homme d'État, c'est pas un homme politique, ce n'est pas un grand homme d'État, c'est un homme d'affaires qui fait de la politique. C'est très différent. Et donc sa perception, son approche de toutes ces questions est très différent de ce que nous voyons avec les autres chefs d'État, avec les entités ou les dirigeants occidentaux qui ont une certaine profondeur historique, une certaine compréhension des enjeux. Dans le cas qui nous concerne ici, on voit bien que ça n'en est rien. Et puis pour Trump, il y a un autre aspect qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette histoire du Congo, il peut faire une publicité autour de son image d'homme de paix qu'il veut promouvoir, non pas au Congo, mais à l'intérieur, au niveau intérieur et international, pour dire que moi je suis un homme de paix, voilà, je viens de mettre fin à la guerre que oppose la RDC au Rwanda, sans toucher les questions de fond. Et on a vu, il a essayé de le faire en Ukraine, il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, si ça continue comme ça, nous allons nous retirer des négociations. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas le règlement des problèmes de fond. Ce qui l'intéresse, ce sont des résultats qui vont lui permettre de faire sa publicité. C'est un personnage narcissique. Donc il faut garder tout ça à l'esprit. Et donc quand on négocie dans ce genre d'affaires, il faut envoyer des diplomates qui sont rompus, des gens qui comprennent ces enjeux. Et du côté congolais, tout porte à croire qu'on a envoyé des gens qui ne maîtrisaient pas les enjeux de la guerre, de l'implication rwandaise en RDC, qui n'ont pas une grande maîtrise de tous les enjeux politiques, géopolitiques et géoéconomiques qui caractérisent la crise dans la région des Grands Lacs. On a envoyé des gens qui sont les copains du président de la République, de M. Félix Tshisekedi, et qui se sont retrouvés à négocier avec des diplomates rwandais rompus à l'exercice et qui comprennent les enjeux. Et au final, on a un accord dans lequel le mot FDLR est repris 43 fois, 1,23, 3 fois, agression, 0. Non, une seule fois, mais pour dire qu'il faut éviter l'agression de pays voisins. Voyez-vous? Donc, ça en dit long aussi. Le président aussi a annoncé un accord minier justement avec les États-Unis, on en a parlé, promettant que la RDC deviendrait un acteur majeur de la transition énergétique mondiale. Est-ce que ça deviendra vraiment un acteur majeur de cette transition ou est-ce que ça sera un fournisseur pour la transition des populations occidentales pour pas... Mais moi, je crois que le Congo sera dans son rôle de fournisseur de matières premières, sans plus. Il faut une vision à la tête de l'État. On n'a pas cette vision. Cet accord n'a pas été signé pour développer la RDC. Cet accord a d'abord été signé pour sécuriser le régime, le pouvoir de M. Tshisekedi. C'est une évidence. Je crois que du côté américain, on le comprend. J'ai eu à discuter pendant les négociations, j'avais des discussions avec des personnalités occidentales et même africaines sur cette histoire, sur cet accord, sur les discussions qui avaient cours à l'époque. Et la plupart des observateurs étrangers s'accordent à dire que le pouvoir congolais, M. Tshisekedi, voulait négocier en fait son pouvoir. Et du côté américain, on le sait, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, et ça c'est encore plus grave, les États-Unis, quand vous lisez l'accord, semblent accorder beaucoup plus faire confiance davantage au Rwanda qu'à la RDC.
puisqu'on considère que le Rwanda est un pays qui est relativement bien géré par rapport à la RDC où règne une corruption sans nom, une corruption dans laquelle sont impliqués les membres de la famille présidentielle, y compris le président de la République lui-même. Et donc, tout ça est connu des services de renseignement occidentaux, et il est tout à fait normal que que les Occidentaux puissent s'appuyer sur le Rwanda au détriment de la RDC. En 2012, Alain Bishkov, un observateur américain, disait ceci: la solution privilégiée par les Occidentaux revient à confier au Rwanda le leadership économique de la région au détriment du Congo producteur de richesses. Ça en dit long et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Alors, si vous avez certainement entendu parler du plan Sarkozy qui parlait de la cogestion de ressources naturelles de la RDC avec le Rwanda, c'est ce que nous observons, mais je dois rappeler un détail important que beaucoup de gens ignorent, y compris en RDC, c'est qu'il n'existe pas de plan Sarkozy. Ce plan avait été discuté c'est un plan rwandais qui avait été discuté avec M. Joseph Kabila à l'époque où il était encore président, en 2005, lors de l'investiture du président Jakaya Kikwete de Tanzanie. Les deux chefs d'État, M. Kabila et Kagame, s'étaient retrouvés en Tanzanie et avaient discuté justement de ce plan rwandais, d'une cogestion de ressources naturelles congolaises. Et donc ce plan va être repris par les Américains en 2008, puis par Sarkozy en 2009 lorsqu'il sera en RDC où il parle de la nécessité pour le Congo de partager ses richesses avec le Rwanda. Mais ce n'est pas un plan français, ce n'est pas le plan Sarkozy, c'est un plan rwandais qui est aujourd'hui mis à l'œuvre à travers l'accord qui a été signé par la RDC, le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Il y aura un volet économique qui arrive, il y aura d'autres accords qui seront signés. D'une part entre les États-Unis et la RDC et d'autre part entre les États-Unis et le Rwanda. Mais tous ces accords-là participent en fait à la cogestion de ressources naturelles congolaises par la RDC et le Rwanda avec la bénédiction des États-Unis qui vont déployer bien entendu des moyens économiques financiers conséquents pour avoir droit aux ressources naturelles congolaises. Je vais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous connaissez le rappeur Damso. Oui. Qui a dernièrement parlé de la RDC. Il avait voulu mettre en place une association pour combattre les minerais de sang, que le vrai problème du Congo, c'est le pillage des ressources naturelles, etc. Et il avait témoigné dernièrement que on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour mettre en place ce qu'il voulait mettre en place, jusqu'à recevoir des menaces de mort ou des choses comme ça. De la part de qui? Il l'a pas mentionné. Est-ce que ça, c'est vrai que des Congolais issus de la diaspora qui veulent œuvrer et toucher un petit peu ces sujets-là rencontrent justement des obstacles comme l'a mentionné Damso? Je suis un exemple. Et je peux vous dire, il y a des détails que je ne veux pas donner, mais moi, on a même envoyé des gens pour m'empoisonner. On a un problème sérieux au Congo. Hein. On parle beaucoup du Rwanda, mais on ne s'attarde pas sur les responsabilités congolaises dans ce qui se passe dans ce pays. Et je trouve ça malheureux parce que en déresponsabilisant les dirigeants congolais, on ne rend pas service à la RDC, au pays. Il faut responsabiliser les uns les autres. On peut critiquer le Rwanda pour ce qu'il fait. Je suis le premier à le faire. J'ai écrit des livres, j'ai donné des conférences à travers le monde pour ça. Mais je ne peux pas me taire sur la responsabilité qui est celle des dirigeants congolais dans la descente aux enfers de ce pays, de la RDC. Et ce qu'explique Damso, c'est ce que rencontrent beaucoup de Congolais. Aujourd'hui, l'économie congolaise est tenue par des étrangers. Tout simplement parce que ceux-ci réussissent à corrompre l'élite locale, l'élite compradeur en place, qui préfèrent s'associer aux étrangers et leur laisser le pays, leur laisser faire n'importe quoi dans le pays. Mais pourquoi est-ce qu'ils préfèrent Mais parce que les gens qui dirigent le Congo n'aiment pas le Congo. C'est dur ce que je veux dire, mais ces gens n'aiment pas le Congo. Le Congo est dirigé par des gens qui ne l'aiment pas, qui sont préoccupés par leurs intérêts personnels. Écoutez, quand j'explique ce que je vous explique, en vous expliquant ce que je vous dis, je veux me faire des ennemis. Personne ne va me contredire, personne ne dira que Patrick Mbeko a tort. On dira pourquoi il le fait, pourquoi il le dit. C'est ça le problème qu'on a. Et je peux vous dire une chose, je connais la plupart des dirigeants congolais. Je dis bien la plupart d'entre eux, je les connais personnellement. Je sais ce que les gens disent je vois ce qu'ils disent en public et je sais ce qu'ils disent en privé. Et je peux vous dire qu'on a un sérieux problème dans ce pays d'hommes. Le problème du Congo, c'est pas le Rwanda. Ce sont les Congolais. Le jour où le Congo sera dirigé par des dirigeants responsables, la question rwandaise se réglera naturellement. Mais le Rwanda sait, Paul Kagame sait très bien que le Congo est dirigé par des gens qui sont peu regardants, qui sont peu soucieux de l'avenir de leur pays et de leur peuple.
Quand on parle de pillage de ressources naturelles, je rappelle toujours, là on parle d'un pillage parce qu'on a le M23 qui pille les ressources du Congo pour le compte du Rwandais, pour le compte de ses propres dirigeants. Mais quand on n'avait pas le M23, qu'est-ce qui se passait? On avait une contrebande, il y avait une exploitation illicite de ressources naturelles qui était faite. Cette exploitation était faite par des Congolais de connaissance avec des Rwandais, des entités rwandaises. Et c'est important de garder cela à l'esprit. Et donc, ce que dit Damso, c'est ce que vivent beaucoup de Congolais qui essaient de faire quelque chose pour ce pays. Et nous devons avoir je vous le dis en tant que Congolais d'origine, nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître notre part de responsabilité dans ce qui arrive à notre pays. Pour me mettre à la place des dirigeants politiques congolais, est-ce que peut-être que tout comme Damso, ils ont sans doute des idéaux, mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils sont confrontés à une marge de manœuvre quasi inexistante au vu de l'intérêt économique mondial de plein de structures dans le monde, et que en regardant des figures comme Lumumba, il en est mort, Lumumba. Je peux dire ça de Lumumba, je peux dire ça de Laurent Désiré Kabila, dans une certaine mesure. Mais je ne peux pas dire ça de Joseph Kabila, encore moins de Félix Tshisekedi. Parce que ceux-là sont arrivés au pouvoir dans un contexte très particulier, très différent de celui auquel des gens comme Lumumba ou Laurent Désiré Kabila étaient confrontés. En 60, nous sortions de la colonisation, nous n'avons rien, nous ne savons rien faire, nous n'avons pas d'élite, nous ne sommes pas formés. C'est un fait. Et nous avons deux grandes puissances qui se battent pour la domination du monde ou pour la domination des zones d'influence, ce qu'on appelait la guerre froide. Et nous nous sommes retrouvés au milieu, nous nous sommes fait taper dessus. Puis il y a eu le président Mobutu qui a essayé de manœuvrer dans cet environnement international chargé de la guerre froide. Laurent Désiré Kabila arrive, lui, il a une certaine volonté, même s'il y a des choses à lui reprocher. Mais il se fait assassiner justement parce qu'il refuse la compromission. Il se fait assassiner. Joseph Kabila arrive au pouvoir. Il reste 18 ans dans des conditions que nous savons. Puis Félix Tshisekedi. Les deux ont la chance, bon, pas encore Joseph Kabila, mais Félix Tshisekedi a la chance d'arriver au pouvoir dans un contexte international caractérisé par la montée en puissance des autres pôles de pouvoir et de puissance. Je parle ici de la montée en puissance des pays des BRICS, de retour de la Russie, la montée en puissance de la Chine, de l'Inde. Et il est dans un environnement qui lui donne la latitude de négocier, de manœuvrer pour positionner le Congo. Il ne le fait pas. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose, on peut regarder leur pédigré, le pédigré de ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui. Nous avons quand même affaire à des gens qui ont un niveau d'études très bas. C'est pas parce que tu as un niveau d'études très bas que tu ne peux pas diriger un pays, je ne le crois pas. Mais j'essaie simplement de montrer que rien dans leur parcours ne permet de leur accorder le bénéfice du doute et de la bonne foi. Rien dans leur parcours. Vous imaginez que M. Félix Tshisekedi a nommé comme ministre des gens qui ont des casiers judiciaires ici en Belgique, qui ont un casier criminel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. On peut changer sa vie, on peut donner notre direction à sa vie. Nous avons tous fait des bêtises dans notre vie. Mais quand vous regardez le pédigré de la plupart des gens qui dirigent le Congo, il est tout à fait normal que le Congo se retrouve dans la situation dans laquelle elle est, dans laquelle il est. C'est une évidence. Et de ce point de vue, je pense qu'on ne peut pas dire que l'environnement international empêche les Congolais, qui que ce soit, de travailler pour le bien-être du pays. Je ne le crois pas du tout. Des gens comme Lumumba, on peut le dire, Laurent Désiré Kabila, oui, en 2001, les États-Unis étaient la superpuissance du monde. Ce sont les États-Unis qui régentaient les affaires du monde après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. C'était de 91 jusqu'à, je dirais, 2008, 2009, c'était les États-Unis. Donc, Laurent Désiré Kabila, on peut lui accorder le bénéfice de doute. Joseph Kabila, dans une certaine mesure, même si son bilan global est tout à fait négatif. Mais Félix Tshisekedi a un bilan beaucoup plus négatif que Joseph Kabila. En 6 ans, il a fait beaucoup plus de dégâts que M. Kabila. Le dire ne fait pas de moi un partisan de Kabila, c'est faire une analyse objective et froide de la situation. Ce qui est très difficile en RDC, où les gens se positionnent en fonction de leurs accointances politiques, tribales, ou en fonction de ceux qui les payent. Vous avez parlé de la Chine.
Il n'y a pas de réactions officielles qui ont été observées jusqu'à maintenant. Pensez-vous que justement Pékin perçoit ce rapprochement RDC-États-Unis comme une tentative de redéploiement stratégique occidental en Afrique centrale? C'est sûr, puisque les Occidentaux le disent. Le président Trump l'a dit aussi, et les dirigeants congolais ne cessent de temps en temps de taper sur la Chine, du moins verbalement. Et donc pour la Chine, c'est peut-être le signe d'un redéveloppement américain qui peut être problématique pour ses propres intérêts, puisque c'est la Chine qui contrôle largement le secteur extractif congolais. Il faut le garder à l'esprit. Et donc pour les Américains, c'est un problème. C'est un problème dans la mesure où les deux grandes puissances se livrent une guerre sans merci pour la domination du monde. Et donc, on comprend bien que cette guerre passe par le contrôle des ressources naturelles stratégiques ou créer les conditions défavorables pour l'adversaire, de l'empêcher d'avoir accès à ces ressources si on ne peut pas y avoir accès. Et donc, il est tout à fait normal que la Chine s'inquiète. Et d'ailleurs, justement, quand M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on a observé du côté américain une volonté de neutraliser l'influence de l'ancien président Joseph Kabila, de sorte à permettre à Félix Tshisekedi de revoir de fond en comble l'entente, le contrat qui a été conclu avec la Chine. On l'a vu, et aussitôt que Félix Tshisekedi a commencé sa manœuvre, le président Xi Jinping l'a invité à Pékin. Et ça a pris quelques mois, mais il est quand même allé à Pékin, et on a signé une sorte de partenariat stratégique qui n'a jamais connu de suite. Ça aussi, il faut le garder à l'esprit. C'est un peu le problème du président Tshisekedi. Il promet à tout le monde, il parle à tout le monde, il signe des ententes avec tout le monde qu'ils ne connaissent pas de suite et qui, au final, décrédibilise la parole de la RDC sur la scène internationale, mais aussi africaine. On va changer de sujet concernant la RDC. Quelle est la place d'Israël dans les relations avec les RDC? On a dernièrement parlé beaucoup de Dan Gertler comme d'un acteur controversé lié à l'exploitation minière en RDC. Il y a eu des sanctions, des critiques, etc. Et en même temps, on voit que la RDC a eu des rapports avec Israël, notamment concernant la sécurité en RDC. Et aussi, on voit que la RDC est très silencieuse sur la question palestinienne, alors que beaucoup d'États africains ont pris la parole. Est-ce que ce positionnement diplomatique peut s'expliquer justement par ces partenariats? Oui, on a vu le président Tshisekedi à la conférence de l'AIPAC, quand même, le tout-puissant lobby pro-israélien qui se trouve à Washington, aux États-Unis. Monsieur Tshisekedi a été invité à l'AIPAC. Il a tenu un discours dans lequel il a glorifié les relations entre Israël et la RDC. Et il ne faut pas oublier qu'autour du président Tshisekedi gravitent des gens appartenant aux églises évangéliques qui vont à Israël, la terre, le pays béni de Dieu. Donc il y a tout cet aspect, et donc le président Tshisekedi a toujours pris fait et cause pour l'État d'Israël, et on a même voulu installer l'ambassade de RDC à Jérusalem lorsque le président Trump, lors de son premier mandat, avait annoncé reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu. Le président Tshisekedi a voulu s'était proposé d'ouvrir une représentation diplomatique là-bas, contredisant la position de l'Union africaine à ce sujet, et même de la plupart des pays de la communauté internationale. Et donc tout ça permet de comprendre justement le positionnement de la RDC dans le dossier palestinien. Et c'est ce qui me pose problème, c'est ce qui pose problème dans la mesure où l'Union africaine a une position de principe qui est très connue. Il y a un problème, c'est qu'au Congo, on a une diplomatie qui vacille, qui semble ne pas avoir de direction, qui suit le mouvement du vent, mais on ne sait pas situer la diplomatie congolaise. Il n'y a aucune lisibilité. Aucune lisibilité. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas très crédible, il faut le dire. On n'est pas très crédible aux yeux de plusieurs partenaires, non seulement au niveau régional, mais au niveau continental et aussi international. Je dois rappeler que la plupart des États africains regardent la question congolaise avec beaucoup de distance, à cause justement des positions ambiguës et problématiques du président Tshisekedi. Diriez-vous que la RDC est en train de reprendre le contrôle de son destin, au contraire de s'en éloigner? Pour l'instant, je pourrais dire qu'ils s'en éloignent. Bon, déjà, est-ce que les dirigeants congolais ont-ils réussi à définir ce que devrait être le destin du Congo? C'est la question qu'il faut se poser. Pour décider, les gens qui n'ont jamais pensé au destin du pays ne peuvent pas, d'une certaine manière, s'en occuper ou s'en soucier.
Ce sont des gens qui vivent au jour le jour, qui réfléchissent en fonction de leur intérêt immédiat. Et c'est le grand problème du Congo. Et au regard de l'accord qui a été signé aux États-Unis avec le Rwanda, on peut dire qu'on est vraiment très mal parti. On était déjà mal parti, mais je pense que c'est encore pire parce que là, on va légitimer, officialiser ce que les Congolais ont toujours combattu. La mainmise du Rwanda sur les ressources du Congo, ou en tout cas son influence sur ces ressources, c'est une partie du Kivu. Nous l'avons d'une certaine manière légitimé. En tout cas, le pouvoir de Kinshasa a d'une certaine manière légitimé cela. Et cela aura des répercussions importantes pour l'avenir si on y prend garde. J'espère vraiment que le Parlement congolais finira par stopper cet accord. Sinon, ce sera un désastre pour l'avenir. Parce qu'on ne peut pas récompenser le Rwanda pour avoir tué les Congolais en leur permettant d'avoir accès aux ressources naturelles du Congo. Et c'est une incongruité et c'est même criminel comme comportement ou décision. Free audio post-production by alphonic.com